Aujourd'hui à Info 7 en ce 29 mars 2024. Retour sur la fin de semaine entre nous à l'église Notre-Dame de Bon-Désir. Madame Nathalie Ross nous parle d'un projet pilote au Bergeronne. Hydro-Québec projette la construction d'un poste de transformation en Haute-Côte-Nord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Retour sur une fin de semaine riche en culture qui se déroulait du 22 au 24 mars dernier à l'église Notre-Dame de Bon-Désir au Bergeronne. La fin de semaine entre nous a fait découvrir plusieurs artistes en tout genre tout au long de la fin de semaine animée par Bruno Forêt. Chapeauté par l'Odyssée artistique, le festival offrait une panoplie d'activités, à commencer par le vendredi avec l'artiste multidisciplinaire Dominique Dupuis, qui nous explique en quoi consiste son exposition Flaque Photo. En fait, c'est des photos de reflets dans l'eau. D'accord. J'en ai 21. Puis, j'ai décidé de faire les contours, de ne pas mettre ça dans des cadres conventionnels. Donc, le contour, il y a eu beaucoup plus de travail là-dessus. Ça a été des mois de recherche sur des techniques un peu comme la vannerie, la broderie. Donc, là, il faut voir pour comprendre mieux, mais c'est ça. Pendant des mois, j'ai fait des explorations, des essais sur la solidité, tout ça. Puis là, j'ai fait un peu comme de la couture sur un papier aquarelle. D'accord. C'est ce qui entoure les photos. J'avais envie que ça respire, déjà. Puis, je suis plus sur le mode de le moins consommer possible. Soit que je fais les trucs moi-même ou je prends recycler. Mais là, recycler, c'est ça. C'est important pour toi, hein, je pense. Oui, vraiment beaucoup. D'accord. Toi, tu viens de la Montérégie. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené par ici? C'est arrivé il y a peut-être une quinzaine d'années. OK. J'ai eu un coup de cœur pour la région. J'ai déménagé. Tadoussac en particulier, oui, c'est oui, ça? c'est ça. Oui. D'accord. J'ai déménagé, puis je suis contente de mon choix. Un petit coin inspirant, j'imagine, pour toi qui es artiste. Oui, oui. Pour la nature, tout ce qui est... ouais. Donc, qu'est-ce qui t'inspire justement là, en général pour tes œuvres? Ça va être... Il y a trop de choses. Je ne pourrais pas nommer une chose en particulier, sauf que j'ai un regard spécial des fois sur certains trucs. Pour la photo, c'est ce qui est idéal, là. Tu sais, c'est de pouvoir démontrer comment je vois les choses. C'est un regard unique là-dessus. Sinon, ça va être beaucoup les trucs que je fais par moi-même. Je vais être inspirée de plein de choses. Là. Je fais... C'est ça, tu fais pas juste la photo, tu fais beaucoup de des genres de petites maquettes, okay, sculptures maquettes. Un peu. Pas de la peinture vraiment. En art visuel, mais plus côté sculptural. Puis, comment ton travail a évolué dans les dernières années? C'est de plus en plus aller vers les matières naturelles. Fait que ça, c'est ce qui a le plus changé. Tu sais, j'ai commencé de plus en plus à faire... au lieu de juste réutiliser des matériaux, j'ai de plus en plus utilisé des trucs que je trouvais dans la nature sans briser des trucs. Là. C'est beaucoup de récupération de choses trouvées comme ça. Ou faire par moi-même, mettons, les pâtes à porcelaine pour mes personnages. Ou, tout le plus possible par moi-même ou sans achat, en fait. Là. D'accord. Est-ce que tu donnes des cours, des ateliers? Parfois. OK. Ouais. Ça ressemble à quoi? Ben, je participe à des ateliers, tu sais, comme il y a eu le carnaval, exemple. On fait des têtes géantes en papier mâché, des trucs comme ça. Pour le Mardi Gras. Oui, c'est ça. Ça, c'est une des choses que je fais. Mais sinon, des fois, des ateliers sur les collages. Avec les jeunes, peut-être? Oui, mais pas seulement ça. OK. Ouais. J'ai fait des petits ateliers de marionnettes dans les écoles aussi. Des projets que tu aimerais nous parler, peut-être, qui s'en viennent? C'est sûr que ce que j'ai fait là, ça a vraiment allumé d'autres lumières. Là. J'ai pris des notes en faisant mes... Tu sais, j'étais déjà en train de faire... écrire mes idées pour les prochains projets, mais je ne sais pas précis encore. J'ai mis beaucoup de temps sur celui-là. Oui, mais combien de temps ça prend, justement, pour faire une exposition comme ce soir? Bien, seulement photo, ça aurait été prêt avant Noël. Mais là, c'est les essais aussi. Tu sais, il fallait que je sois sûre de la solidité des matériaux, puis je trouve les techniques. Fait que ça a été des mois de temps. Là. Ça a pris peut-être 4-5 mois, là. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un terme de précis sur les œuvres de ce soir? À part que c'est des reflets dans l'eau et le fleuve. C'est ça, toutes les photos, c'est un reflet. Marine Oybian, artiste graveuse, nous explique le concept de son exposition lors de la fin de semaine.
Et mon exposition s'appelle Du Nord au Sud. En fait, je suis partie en novembre 2023 en résidence en Argentine dans la région de Bariloche. Et c'était ma première résidence artistique. Et dans le fond, je suis allée là-bas pour approfondir mon travail de recherche autour de la linogravure. D'accord. Et cette exposition, c'est un peu le parallèle entre ce que j'ai produit dans les 4 dernières années sur la Côte-Nord et mon travail de recherche en résidence en Argentine. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, en général, pour tes œuvres? Et en fait, je me rends compte que je suis une personne qui accorde beaucoup d'importance aux détails, à des choses probablement auxquelles on ne fait pas attention la plupart du temps. Puis ça va être dans des recherches de textures, de couleurs, de symboles un petit peu. Ici, en Côte-Nord, on a quand même la chance d'avoir un terroir absolument magnifique, Tout à fait, oui. assez inspirant. Et c'est ça, puis d'avoir été un peu éloignée de la Côte-Nord pendant ma résidence, mais ça m'a amené à la fois à comme faire un peu un point sur mon engagement dans la région, puis la place de la région dans ma pratique artistique et voir que cet œil-là, il est toujours allumé, peu importe où je me trouve. As-tu des projets peut-être à nous parler qui s'en viennent pour toi? Pour l'instant, j'ai un atelier qui est prévu demain, mais c'est certain que j'aimerais vraiment développer la diffusion de cette pratique, en fait, la faire connaître puis faire davantage d'ateliers, puis continuer et préparer de nouvelles expositions sur le territoire de la Côte-Nord. C'est super, merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne exposition. Merci, bonne fin de semaine. Le samedi, un atelier d'impro sous les bons conseils de Robert Bouchard, suivi d'un match, s'est tenu à la Rotonde, un moment fort mémorable pour les spectateurs. Jawohl, mein General, was ist das? Spaßbier? Space-bier, space-bier. Die was de bier, c'est la bière noire. Viens donner pour place-moi pas. Apportez-moi la bretzel, apportez-moi la saucisse, et apportez-moi la bière brune. D'accord? Alors voilà. Plateau de cinéma. Le père-fils. L'acteur. Caméraman! Au acteur. Ça tue? Ok, ça va. Le wagon. L'autre wagon! Le poteau. Oui, c'est ça. Le maire de la ville de Québec. La mariée partie en courant! La gentille. Le garçon d'honneur qui est pas venu parce qu'il est trop chaud. Ça tue? Ok, ça va. Alors. Attends, j'ai oublié, faut que tu portes la pierre qui est juste ici, et voilà. Ah ouais, ça presse, monte les mains. J'aurais besoin de ma guitare aussi. Mais là, j'ai plus de tibant. Bon, mon micro baptême, il est où? Ok, là, je l'ai. Ah, j'ai besoin des paroles, moi, j'ai pas de mémoire. Faut que je les traite? Ah, ok. Moi, je raconte des histoires. Eh, baptême, mon bain brisé. Des histoires que. Voyons, ça va bien mal, ce show-là. J'aurais jamais dû signer avec ce comité-là. Hey, moi, je te dis que cette gang-là, moi. En soirée, le duo Coma, formé par Marie-Josée Bérubé et Nicolas Gagnon,
nous ont captivés avec leur reprise de chansons populaires. Il s'en est suivi du Bosquet Nord-Côtier avec en liste plusieurs artistes variés. Écoutons des extraits. J'arrêterais peut-être de me toucher en pensant à cette forteresse. Je peux m'acheter des fleurs et des romans sur le sable et me parler pendant des heures, dire tout ce que tu ne comprends pas. Je peux danser avec moi-même, tenir ma main pour de vrai. Je m'aime comme tu m'aimeras jamais. Leave me wanting more soon as we get out the sheets. Lights are turned off and music is on and minds are unlocked. This feeling is amazing. Hands on your waist. J'y croyais tellement, mais plus maintenant. J'y croyais tellement, mais plus maintenant. La municipalité de Bergeronne, en collaboration avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal et financé en partie par la MRC La Haute-Côte-Nord, est heureuse d'annoncer le projet pilote d'un budget participatif pour une première édition. Un processus qui permet à la population de décider de l'affectation du budget de la municipalité et de proposer des projets destinés à améliorer le milieu de vie de la population. Madame Nathalie Ross, mairesse de Bergeronne, est très enthousiaste par les projets soumis. J'en discute avec elle. C'est une idée qui germe depuis, évidemment, que j'ai été élue, mais le projet est sorti septembre, là, où vraiment, mais nous, on a travaillé en amont, évidemment, avec le comité de pilotage. On a formé un comité de pilotage qui représente tous les âges de la municipalité, là, sauf les 6 ans et moins. Et ben c'est ça, là, on est rendu vers la fin là, du processus. On est bien contents. Oui, tout à fait. Et on a 8 beaux projets, donc en liste. Peux-tu nous en parler? C'est sûr. Bien, d'abord, on a eu 17 projets qui ont été soumis en idée. Là-dessus, il y en a qui ont été jumelés ensemble, donc ça a réduit le nombre. Et aussi, il y a eu le fait qu'il y en a qui répondaient pas aux critères d'admission. Donc, le budget était trop haut, des choses comme ça. Ce qui fait qu'en somme, sur les 17, on est rendu à 8 projets, mais c'est déjà très, 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 très bien. Ça va au-dessus de nos espérances. Fait qu'on a 8 beaux projets qui ont été présentés par des citoyens, pour les citoyens, et on a bien hâte de voir le résultat final, là. Donc, dans ces 8 projets, on a beaucoup de projets sur l'environnement, les jeunes. C'est important pour vous, les jeunes, je crois, hein? Oui, bien, je pense que pour tout le monde, ça devrait être important. C'est quand même notre futur. Quand je dis aux jeunes, bien, c'est peut-être vous, le premier ministre, le ou la première ministre du Québec bientôt. C'est pas long, là, dans 15, 20 ans, ils vont être dans le marché du travail et tout et tout. Et, bien, c'est de les faire rêver, de les faire voir plus loin aussi. Je pense que c'est important. Fait que nos jeunes, oui, sont importants pour nous. Il y a beaucoup de projets environnementaux. Il y a beaucoup de projets aussi qui touchent le bien-être communautaire. Et ça aussi, c'est l'aménagement des espaces extérieurs. C'est vraiment axé là-dessus. Et ça nous donne une belle image de
qu'est-ce que nos citoyens aiment et qu'est-ce qu'ils aimeraient que leurs conseils mettent en place. Fait que même si un projet n'est pas voté, on sait très bien que vu qu'il y a des demandes de citoyens, on sait que pour nous, ça tombe pas dans le... Ça donne des idées. Ah, ça donne beaucoup d'idées, oui, effectivement. Donc, vous aviez eu une enveloppe de 15 000 $ pour les projets. Comment que ça va être réparti, ce 15 000 $? Bien, dépendamment du vote, du résultat du vote. Le 15 000 $, si le premier projet qui a le plus de votes arrive à 15 000, si son budget est de 14 500 quelques, ben je pense pas qu'on ait un autre projet à 500 $. Là. Fait que on va le reporter l'année d'après, ce qui va rester, ou supposons qu'on en a un que le premier arrive à 9 000, puis il reste 6 000, ben là, on va prendre ce 6 000-là pour essayer de le rentrer dans un autre projet, de faire un autre projet avec qui correspond à ce 6 000-là. Fait qu'on pourrait pas faire 2 projets de 8 000 parce que ça dépasse le 15 000, ça va à 16 000. Mais on veut le plus possible essayer de se dépenser ce budget-là. Donc là, si les gens veulent voter, là, ils le font comment? Il y a 2 façons de voter. Donc, d'abord, on a jusqu'au 31 mars, fait que ça commence à presser là, jusqu'à sur les bulletins écrits, c'est marqué jusqu'au 1er avril 2024. Donc, si vous voulez voter par écrit, il faut vraiment prendre un bulletin papier. Sinon, vous pouvez voter par Internet, par la plateforme du budget participatif Bergeronne. On tape budget participatif Bergeronne sans espace. On va arriver directement sur la plateforme et c'est hyper facile. Puis même, on a une de nos membres du comité de pilotage qui a fait un petit vidéo pour expliquer aux gens. Donc, on a juste à chercher ce petit vidéo-là. Il est très, très, très bien fait, puis ça nous donne la façon de voter. Donc là, je crois que vous aviez quand même une bonne participation jusqu'à maintenant, là. Oui, bien aujourd'hui, on est le 27 mars. On a près de 300, on a 296 votes. Là, les gens vont dire, ben oui, mais ça se peut pas, là, il y a 650 personnes au Bergeronne. Mais il faut rappeler que les 6 ans et plus ont le droit de voter. Alors, ça, c'est super important. Les gens qui étudient au Bergeronne, donc tous les gens qui viennent à la polyvalente, ils peuvent voter sans problème. Il y a aussi les gens qui travaillent. Donc, quelqu'un qui vient travailler au CPE, au CJE, au Centre jeunesse, vous savez, le Carrefour Jeunesse Emploi, le Centre de petite enfance. Tous ces gens-là qui viennent de l'extérieur, des autres villages, ils peuvent voter aussi parce qu'ils utilisent notre territoire. Donc, ils sont sensibles aussi à notre environnement. Donc, on leur donne le droit de vote. Fait que on est rendu à 296. Donc là, une fois le projet choisi, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, est-ce qu'il y a une limite de temps pour faire le projet? Comment ça fonctionne? Bien, on serait rendu dans l'an 2 du budget participatif. Donc, l'an 1, c'est la mise en place, blablabla, l'appel de projet, tout ça. L'an 2, ça commence avec la réalisation du projet. Fait que là, ça va être à l'équipe interne. Peut-être que le comité de pilotage va s'en mêler aussi au début pour le choix peut-être des matériaux, s'il y a des matériaux, s'il y a des bancs de parc, des choses comme ça installées. Mais après ça, c'est l'équipe des travaux publics qui va prendre la relève pour faire. Mais on devrait le finaliser là, avant le 31 décembre 2024. Super. Hey, je vous remercie beaucoup et on invite les gens à aller voter également. Ah ben oui, il faut. Ça, le vote, c'est l'exercice démocratique par excellence. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut parler, on peut dire ce qu'on a à dire. Puis, comme vous appuyez des projets citoyens, ben on fait une belle communauté, c'est tout, là. Ça va être merveilleux. Hydro-Québec projette de construire un poste de transformation à 735 315 kV ainsi qu'un poste de sectionnement à 315 kV dans la MRC de la Haute-Côte-Nord. La Haute-Côte-Nord a été identifiée en raison de sa capacité d'intégration de nouvelles sources d'énergie. Les zones d'études se situent sur le TNO Lac-au-Brochet et sur la zone de la ZEC de Labréville pour le poste de transformation. Et pour ce qui est du poste de sectionnement, la zone d'études serait sur la ZEC de Forestville et en partie dans la pourvoirie Domaine du Canyon. Écoutons Mathieu Labbé, ingénieur en conception de réseau, nous expliquer plus en détail. Bonjour, Mathieu Labbé, ingénieur dans l'équipe conception du réseau principal. Un des mandats de notre équipe, c'est de recommander des ajouts d'équipements sur le réseau pour s'assurer que son niveau de fiabilité demeure adéquat en tout temps. Le projet s'inscrit dans un contexte de croissance énergétique du Québec.
La Haute-Côte-Nord, c'est une des régions qui a été identifiée comme ayant un bon potentiel pour développer des nouvelles sources d'énergie renouvelables. Donc, si on regarde plus attentivement le réseau de transport de la Haute-Côte-Nord, on remarque certaines lignes à 735 kV en mauve et certaines lignes à 315 kV en vert. Il y a une zone de proximité entre le réseau à 735 kV et le réseau à 315 kV. Par contre, il n'y a pas de chemin électrique entre les deux niveaux de tension. Donc, la production des centrales Berzimisses 1 et Berzimisses 2 est acheminée via le réseau 315 kV seulement vers le sud. Les lignes à 315 kV qui transportent la puissance des centrales Berzimisses 1 et Berzimisses 2 sont à pleine capacité actuellement. Donc, l'idée est de rajouter un poste de transformation à 735 et 315 kV qui permettra à l'énergie de transiter vers le réseau à 735 kV, ce qui va libérer les lignes existantes à 315 kV. Et on prévoit aussi un poste de sectionnement à 315 kV qui va permettre d'intégrer des nouvelles énergies renouvelables de façon optimale. En parallèle, Hydro-Québec poursuit ses études pour développer le réseau de transport dans les autres régions du Québec. Le gouvernement du Canada s'est engagé à accroître les possibilités dans les secteurs de la pêche et de la transformation du poisson afin de stimuler le développement économique sans compromettre la conservation. À compter de mai 2024, la pêche exploratoire du concombre de mer en Gaspésie et sur la Côte-Nord sera convertie en pêche commerciale. Pour l'ensemble des titulaires de permis, la pêche du concombre de mer est une source de diversification qui contribuera à une meilleure stabilité économique dans le contexte des changements climatiques et écosystémiques. Chaque année, cette pêche génère en moyenne des débarquements d'une valeur de 2,1 millions et le prix offert a plus que doublé depuis 2013. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'Est du Québec, puisque cette pêche supporte déjà des dizaines d'emplois dans la région. Depuis plus de 10 ans, les détenteurs de permis exploratoires collaborent avec Pêche et Océans Canada afin d'acquérir des données sur l'état des stocks de concombres de mer. Les données récoltées au fil des ans et la collaboration avec les acteurs des pêches locaux ont permis de développer des mesures de gestion rigoureuses pour assurer une pêche durable. Comme chaque année, la pêche débutera vers la mi-juillet en Gaspésie et le 1er mai sur la Côte-Nord. La ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, et le député de René Lévesque, Yves Montigny, sont fiers d'annoncer une somme de 50 674 $ destinée à la réalisation de 3 projets dans la région de la Côte-Nord dans le cadre de l'appel de projet Culture et Inclusion 2023-2024. Le projet au cœur de cette annonce, faite au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, vise à soutenir la réalisation de projets culturels au profit des personnes qui risquent l'exclusion ou qui ont un faible revenu, ainsi qu'à subventionner des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention permettant d'agir sur des problèmes sociaux. Les projets sélectionnés sont les suivants. Au Conseil de la Première Nation des Inuits-Escipites avec leur projet de confection d'un parka traditionnel, 16 524 $. Par la suite, Wapakush et leur projet Mamu Inu Etun au coût de 20 000 $ et finalement l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord avec Babar et quelques autres notes, un projet de 14 240 $ pour un total de 50 764 $. Aujourd'hui, c'est plus de 50 000 $ que nous octroyons à 3 projets développés ici et qui misent sur l'art de la culture comme outil d'intervention. Je suis très heureuse que nous donnions ainsi les leviers nécessaires pour que les initiatives du Conseil de la Première Nation des Inuits-Escipites, Wapakush et de l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord puissent voir le jour, a déclaré Catherine Champagne-Jourdain. Dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale, les 6 MRC nord-côtières bénéficieront d'un soutien financier du gouvernement du Québec pour l'élaboration d'un plan climat et la mise en œuvre des actions qui en découleront. Face à l'urgence d'agir, cette opportunité de financement tombe à point. La Côte-Nord est appelée à passer à l'action plutôt qu'être en réaction face aux modifications de l'environnement induites par les changements climatiques. Ces aléas sont déjà présents dans notre quotidien et s'accentueront dans le futur.
L'échelle locale et régionale est celle où ces bouleversements se feront davantage sentir, mais c'est aussi le niveau où notre capacité d'agir est la plus tangible pour les citoyens, explique Caroline Cloutier, directrice générale adjointe d'Environnement Côte-Nord. Rappelons que plus de 500 millions de dollars seront investis dans ce programme provincial. Selon un sondage d'Environnement Côte-Nord, 63 % des organisations participantes se disent préoccupées actuellement face aux conséquences des changements climatiques sur leur communauté. Très impliqué de son vivant et dédié aux élèves jusqu'à son décès en septembre 2022, l'enseignant Dave Dufour a une fois de plus prouvé sa générosité légendaire en léguant à la Polyvalente des Rivières une somme de 5 000 $ destinée aux activités étudiantes. C'est lors d'une courte rencontre chargée d'émotions que le père de Dave, M. Rodrigue Dufour, lui-même enseignant et directeur retraité de la Polyvalente des Rivières, et sa fille Nadine, enseignante à l'école Saint-Luc de Forestville, ont procédé le 20 mars dernier à la remise officielle du don posthume prévu par Dave dans ses dernières volontés. Adoré des élèves et de ses collègues de travail, Dave Dufour s'est lui-même activement impliqué dans les activités tant scolaires que communautaires tout au long de sa vie et de sa carrière d'enseignant. Par ce don, il souhaitait poursuivre son implication et sa façon auprès des jeunes de la Polyvalente, même après son décès. Jusqu'au 30 avril 2024, les organismes à but non lucratif de la Haute-Côte-Nord peuvent soumettre à la MRC leur demande de contribution financière dans le cadre de la politique sur les dons et commandites. Afin que leur demande soit recevable, les organismes doivent s'assurer de remplir le formulaire prévu par la MRC et de fournir les documents requis au dépôt de celle-ci. Le formulaire est disponible sur le site web de la MRC dans la section « Services aux citoyens, fonds et programmes ». Au Centre des arts de Bécomo, prochainement, jeudi le 4 avril à 20h, sera sur scène en plateau double Pascal Ottawa, dit Paco, est un auteur, compositeur, interprète originaire de la communauté Atikamekw de Manawan. Sur une musique folk rock solide et maîtrisée, Paco interprète les textes qu'il écrit dans sa langue natale, l'Atikamekw. Le groupe Innu Matane est originaire de Magnotenam sur la Côte-Nord et est formé de Mathieu McKenzie, de Samuel Pinette et de Kim Fontaine. Un mélange judicieux de folk rock alternatif dans lequel s'intègrent des mélodies, des rythmes et des chants traditionnels Innu, mais aussi atikamekw et africains, donnant aux chansons une identité forte et métissée. N'oubliez pas tout de suite après le bulletin le deuxième épisode de Sans Tabou avec mon invité Mario Simoneau qui nous parle du trouble de stress post-traumatique. En voici un extrait. Ben là, je vois bien, là, tu sais... Qui n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas. Et je dis à Donald, sauve-toi, moi, j'ai pas le choix. Je me garage dans le char, pète la tête après le miroir, arrache le miroir. Lui, il est arrivé avec son auto, il a embarqué sur le derrière du char du Pontiac-Clement, où on était. Il a poussé par-dessus le top. Puis il a poigné mon cousin à l'arrière de la tête, qui a revolé après la maison. Puis il l'a tué raide. Donc, un autre événement. Ah, oui, oui. Un autre. Oui. Un an. Un parle an, d'un an. Là, un an, jour pour jour. Ah, mon Dieu. Nous souhaitons à tous un très joyeux congé pascal. On se retrouve vendredi prochain pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.